On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est une émission, disons, très littéraire aujourd'hui où on met en valeur deux de nos auteurs ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Sophie Rondeau, qui est une enseignante de français à temps partiel au secondaire, qui est aussi mère de 4 enfants âgés de 6 à 15 ans. Elle a un talent d'écriture depuis plusieurs années, notamment dans les romans jeunesse. Et elle nous arrive avec le tome 4 de Destination Monstroville, le Laidorama. Mais d'abord, parlons du nouveau livre du Joannais Nicolas Paquin, où on fait référence à la Seconde Guerre mondiale, Combattre dans l'ombre. L'auteur joannais Nicolas Paquin nous arrive avec son tome 2, Les volontaires, Combattre dans l'ombre. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'était quoi le tome 1? Ah, le tome 1, c'est l'histoire d'Henri, un personnage que j'ai inventé, mais qui est le portrait typique de l'adolescent qui s'enrôlait durant la Seconde Guerre mondiale, puis qui partait à l'aventure en s'imaginant qu'il partait d'un pays en crise économique, où il n'y avait pas d'avenir, puis qui pouvait vivre des aventures extraordinaires, visiter le monde, toutes dépenses payées, puis qui réalisait, rendu au combat, que le cercueil va être payé aussi parce que la guerre, c'est dangereux. Donc, mon personnage, Henri, qui s'est enrôlé dans l'aviation, en 1941, bien, se retrouve en 1942 derrière les lignes ennemies en Europe occupée. Donc, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. D'où vient cette fascination pour cette période de l'humanité qui est la Seconde Guerre mondiale? Parce que, bon, tome 1, là, on arrive avec le tome 2. Pourquoi cette fixation sur cette période? C'est une période qui est extraordinaire au niveau de ce qu'on a reconnu chez les gens, des fois trop tard, mais qu'on réalise, on a eu affaire à des héros extraordinaires chez monsieur et madame tout le monde. On a pendant très, très longtemps considéré que la guerre, c'était une affaire de généraux, de politiciens, de dirigeants, et on s'est aperçu sur le tard que, ben c'était plus que ça. C'était des gens qui partaient souvent de rien et qui s'enrôlaient et qui, à la guerre, avaient des comportements qui étaient exemplaires, qui étaient dignes d'un courage extraordinaire, puis qui étaient des gens d'une humanité formidable. Donc, je voulais leur rendre hommage, puis chacun de mes tomes est dédié à un vétéran. Bon, et là, pour le tome 2, qui est ce vétéran? Le vétéran, c'est intéressant d'être ici à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que j'ai dédié le tome 2 à Jacques Nadeau. Puis Jacques Nadeau a reçu vendredi, il y a 2 semaines à peu près, la Légion d'honneur par le gouvernement français. Jacques Nadeau a fait le raid de Dieppe, il a été fait prisonnier par les Allemands. Et puis, moi, j'ai eu le plaisir de le rencontrer à plusieurs reprises. Un homme d'une gentillesse, d'une bonté formidable. Je ne pouvais pas, devant un homme extraordinaire comme ça et d'une simplicité, ne pas lui faire un coup de chapeau. Donc, j'ai décidé de lui dédier le tome 2. Bon, parle-moi de ta rencontre avec l'aviateur Gilbert Boulanger. Qui est-il? Gilbert, c'était un homme qui avait fait la Seconde Guerre mondiale dans l'aviation, comme mitrailleur sur un bombardier lourd. Et puis, Gilbert avait écrit un livre qui s'appelle L'Alouette affolée, où il racontait son histoire durant la guerre. Écoute, ce livre-là est tellement bien écrit, on commence à le lire, puis on a l'impression d'être devant l'écriture de Saint-Exupéry. Je trouvais ça formidable. J'ai voulu le rencontrer il y a environ 3 ans maintenant. Il m'a ouvert les portes chez lui. On a eu de très belles rencontres. Puis, les dernières fois où je l'ai rencontré avant son décès, en 2013, il y a 2 ans, il m'avait proposé de préfacer le tome 1. Et malheureusement, il est décédé quelques mois plus tard. Après avoir lu mon tome 1, j'avais déjà du feedback de lui, puis je voulais compléter ce projet-là. Donc, je lui ai dédié mon tome 1 cette fois-là. En quoi est-il inspirant? En quoi a-t-il influencé ton écriture sur cette histoire? C'est des gars qui partaient de rien. Tant Gilbert que Jacques, c'était des hommes, des jeunes hommes, des adolescents. C'est des gars qui avaient 16 ans, 17 ans et qui disaient, moi, je pense que aller dans l'armée, ça va me permettre de devenir quelqu'un, de m'affirmer, de vivre une expérience hors du commun. Puis, dans le fond, c'est le destin de mon personnage, c'est le destin d'Henri Léveillé, le personnage que j'ai créé, c'est de dire, bon, ben OK, moi, je pars, dans le cas de mon personnage, de Saint-Blaise, ici, donc dans la région, et je pars en Europe, puis quand je vais revenir, les gens vont me respecter. Les gens vont savoir que j'ai fait quelque chose, que j'ai fait avancer peut-être pas nécessairement une cause, mais que moi, en tant qu'être humain, j'ai avancé. C'était un peu l'état d'esprit souvent de ces adolescents-là qui ne savaient pas du tout dans quoi ils s'embarquaient. Bon, ces gens-là, évidemment, ont vu et vécu l'horreur, ont perdu des frères d'armes, sont restés marqués pour le reste de leur jour.
Combien de fois, moi, j'ai fait des entrevues avec des membres de la Légion, entre autres, là, qui ont vécu, mais en même temps, ce qu'on se rend compte, on est en 2015 aujourd'hui, c'est que des survivants, même de la Deuxième Guerre mondiale, il y en a de moins en moins. Et ça, c'est... En quelque part, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce genre d'ouvrage-là une forme de legs pour les générations futures auprès de nos enfants puis de nos petits-enfants éventuellement, là, que l'histoire reste, là? C'est un objectif, oui, puis c'est un peu la caution que j'ai de la part de ces hommes-là que j'ai rencontrés, c'est que tant qu'ils ont eu de l'énergie, rendus à 80, 85 ans, 90 ans, c'est des gars qui faisaient encore des tournées d'école quand ils pouvaient. Et ils représentaient quoi? Bien, ils représentaient un vieillard qui allait rencontrer des jeunes. Alors que très, très souvent, quand ils ont fait la guerre, il y avait l'âge de ces jeunes-là. Et ces hommes-là auraient voulu qu'on continue à se rappeler, pas nécessairement de ce qu'eux autres ont fait, mais que leurs camarades, leurs frères d'armes ont fait. Donc, l'objectif, c'est effectivement, c'est de s'adresser à un public tant de jeunes que d'adultes pour leur dire, bien, regardez, on a des héros, on a des hommes extraordinaires qui ont donné leur vie ou qui ont donné leur énergie ou leurs illusions pour que le monde se porte mieux et de voir comment les Français se souviennent d'une façon extraordinaire des Canadiens, comment on peut être accueilli par eux autres, c'est renversant. Il faut qu'on en parle. Un pays marqué par la guerre, comme la France, on a l'impression que ça se transmet de génération en génération. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, les Canadiens qui vont en France ou qui vont, je sais pas moi, en Normandie ou dans différents secteurs, on a l'impression que les familles en France ont légué ça à leurs enfants et à leurs petits-enfants, de ne jamais oublier. Nous, ici, on avait l'impression, peut-être, dans ces années-là, que c'était une guerre qui se passait, c'était loin. Hein, puis les gens partaient longtemps, puis tout ça. On avait l'impression que c'était pas ici, mis à part peut-être quelques sous-marins là, qui sont venus se promener dans le fleuve Saint-Laurent, c'est à peu près tout. Ça n'a pas marqué l'imaginaire autant, peut-être, que les gens qui sont en Europe, là. Il y a une réalité qui m'a toujours frappé, c'est que nos amis français, nos amis belges, eux autres, ont sur leur territoire, ont eu les ruines, ils ont les monuments commémoratifs, ils ont des cimetières où on retrouve en Europe 47 000 Canadiens enterrés là-bas. Puis nous autres, si on avait le privilège d'avoir les survivants, les témoins, on avait les gens vivants et les Français auraient aimé les revoir régulièrement, les remercier. Moi, j'ai accueilli ici, avec d'autres personnes, là, de Montmagny jusqu'à Toronto, on a rencontré une trentaine de Français cet été qui sont venus rendre hommage aux vétérans et de voir le contact entre des adolescents de 14 ans, 18 ans et nos vieux combattants qui sont rendus à 90 ans, c'est extrêmement touchant. Les Français nous envient de les avoir, puis nous autres, on les apprécie trop tard. Oui. Puis en même temps aussi, il y a d'autres formes de survivants, parce que même, bon, là, on parle de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a eu, bon, guerre de Corée, même ceux qui sont allés dans les dernières années en Irak, en Afghanistan. Donc, il y a comme une nouvelle forme d'anciens combattants, là. Oui, une nouvelle forme d'ancien combattant, puis l'image de l'ancien combattant vieillissant qui tremble en faisant le garde-à-vous avec les larmes aux yeux, qui nous a toujours émus, mais qui est devenu un peu, pour certains, ça tombe un peu dans l'indifférence, malheureusement. Bien, c'est une image qui va changer. C'est une image qui va changer parce qu'on a des vétérans qui ont 30 ans, qui ont 40 ans maintenant. Ils ne sont pas négligés, ces gens-là. Et dans un contexte où la Deuxième Guerre mondiale a beaucoup marqué l'imaginaire, moi, je trouve que c'est un outil extraordinaire pour en parler et peut-être éventuellement faire un clin d'œil puis aller chercher l'attention pour ces gens-là. On voit que tu portes le coquelicot. Oui, déjà, oui. J'ai commencé de bonne heure. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Pour ta génération, à toi, là, mais qu'est-ce que ça représente, le coquelicot? Je ne peux pas parler pour d'autres personnes, pour une génération, quoi que ce soit. Moi, je suis un civil. J'ai l'impression que c'est un peu la médaille civile qu'on porte quand on salue quelqu'un qui a fait la guerre. Et c'est l'image qu'on donne aux gens qui oublieraient, rendus à l'automne. Tout d'un coup, oups, il y a quelque chose qui leur pop dans le visage, le poppy, justement. Ils disent, oh, là, OK, il y a quelque chose qui existe et il faut s'en rappeler à ce moment-là. Porter le coquelicot, c'est une chose, les politiciens le portent. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui seraient capables vraiment de dire quel est l'historique de tout ça, mais que le civil le porte et soit capable de dire, moi, j'ai ça à cœur, bien, c'est un morceau qui, je pense, est important. Donc, à chaque fois que je suis dans un salon du livre, j'ai toujours mon coquelicot sur mon livre, même si le salon du livre a lieu au mois de mars. Ça, c'est le tome 2.
Est-ce que tu as un projet de faire un tome 3 ou as-tu d'autres projets d'écriture? C'est une trilogie. J'étais en Europe au printemps pour rencontrer des gens jusqu'en Allemagne, jusqu'en Normandie. Le tome 3 qui va finir la série va sortir dans peut-être un an et demi. On va se donner le temps de finir de bien l'écrire, de bien le réviser, de faire un beau travail. Et le tome 2 qui vient de sortir, il y a quelques semaines, dans le fond, commence sa promotion. Les premiers salons du livre ont lieu. On va avoir un événement à Saint-Jean-sur-Richelieu le 26 novembre. C'est le tome 2 et je fais l'événement chez tome 2, c'est à rue Saint-Jacques dans le centre-ville, un 6 à 8. Les gens sont bienvenus pour le faire connaître et donner le goût aux gens de lire le tome 3. Est-ce que c'est une impression que j'ai où le jeune homme qui est en page couverture te ressemble drôlement? Lui, il a 20 ans de moins que moi. Non, je comprends, mais quand même, je trouve que le visage... J'ai toujours eu des illustrateurs, des illustratrices extraordinaires qui font un travail de toute beauté. Mais là, moi, personnellement, je le trouve plus beau que moi. Je le trouve plus évocateur que moi. Mais il y a aussi d'une autre époque que moi. Outre, évidemment, le sujet de la Seconde Guerre mondiale ou du tome 3 qui sera à venir pour cette trilogie, est-ce que tu auras d'autres projets d'écriture par la suite? As-tu des idées ou des souhaits que tu dis, hey, moi, j'aimerais ça faire ça un jour, dans 5 ans, dans 10 ans? C'est quoi tes autres projets d'écriture? Lui c'est mon 7e. Hein. C'est mon 7e livre publié. Le 8e va suivre pour terminer la trilogie sur la Seconde Guerre mondiale. Mon roman Piégé, qui est un suspense que j'avais sorti il y a 2 ans, les gens me demandent une suite. Donc, il y a déjà quelque chose qui cogite. Il y a déjà un projet avec mon éditrice. Les éditions du Phénix ont eu 10 ans cette année, donc les projets ne manquent pas. On doit juste se trouver une 8e journée dans chacune des semaines pour pouvoir les faire, ces projets-là. Qu'est-ce que ça demande, l'écriture? Présentement, ça demande énormément de recherche, beaucoup d'écoute, beaucoup de patience aussi. Ça demande surtout beaucoup de temps et de laisser le temps au temps. Si je n'ai pas rien à écrire, je n'écrirai pas. C'est sûr. Et quel est le public cible? Ado-adulte, donc de 10 à 110 ans, maintenant, qu'on pourrait dire, avec le vieillissement de la population. Les gens ont du plaisir à le lire parce que les gens qui sont férus d'histoire vont trouver des éléments historiques. Les gens qui veulent se faire conter une histoire avec de l'aventure vont triper. Ça se lit comme on regarde un film d'action. Nicolas Paquin, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reste dans le domaine de l'écriture. Nouveau roman jeunesse pour la Johannaise Sophie Rondeau. Elle nous arrive maintenant avec son tome 4, le Laidorama Destination Monstroville, nouveau roman jeunesse pour la Johannaise Sophie Rondeau. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonjour. D'où émane ce projet? Comment ça a commencé? En fait, le projet, c'est moi et mon amie Nadine Deschenaux qui avons inventé Destination Monstroville, un jeudi soir au Salon du Livre de Montréal. Dans notre heure de souper, entre 2 séances de signature, on parlait de livres pour les garçons, entre autres les garçons qui ont de la misère à lire des livres, à aimer la lecture. Puis on s'est dit, on pourrait inventer un univers vraiment qui répondrait là, à tous les désirs de ces petits garçons-là qui n'aiment pas lire, puis qui aiment... En tout cas, je pensais à mes garçons surtout, là, qui aiment toutes les choses dégueulasses, la glu, qui aiment faire des blagues, qui aiment faire des espèces de mélanges de boue, de bébites. J'ai tous ces petits garçons-là et filles aussi, parce qu'il y en a aussi, là, écrire pour eux des choses drôles, des choses un peu dégueu, des choses un peu bizarres. Et c'est là qu'on a
Destination Monstrouville. Ça a pris longtemps avant qu'on écrive le tome 1 parce qu'un livre écrit à 2, c'est quand même assez compliqué. Puis finalement, ben, c'est ça a fonctionné. Comment vous vous êtes partagé le travail? Bien, pour le tome 1, on l'a vraiment écrit moitié-moitié. En fait, on avait déjà décidé d'avance c'était quoi l'histoire, là, comment ça commençait, c'était quoi le milieu, c'était quoi la fin. On savait à peu près c'était quoi toute l'histoire. Et on écrivait 3-4 pages et après ça, on envoyait le texte à l'autre par courriel. Là, on lisait ce que l'autre avait fait, on réécrivait 3-4 pages, on renvoyait. Mais ça a duré un certain temps parce qu'on avait d'autres projets de livres chacune de notre côté. Et c'est ça. Donc, quelques années plus tard, le tome 1 est enfin sorti. Après ça, 2, 3, 4. Tome 2, tome 3, et là, on arrive au tome 4. Oui, c'est ça. Donc, en quoi c'est la suite des 3 premiers? En quoi ça vient s'inscrire, dans le fond, dans cette continuité de Destination Monstrouville? En fait, pour chacun des tomes, les enfants vont visiter un endroit différent de Monstrouville, une bâtisse ou un lieu différent de Monstrouville. Dans le tome 1, ils vont visiter un restaurant qui est le Moche Café. Dans le tome 2, ils vont aller au salon de décoiffure. Dans le tome 3, c'est la bibliothèque qui s'appelle la Bibliopète. Et là, le Laidorama. Donc, chacun, c'est dans des lieux différents. Et il y a aussi une espèce de mystère qui plane autour de la grand-mère, parce que c'est 3 cousins, donc c'est 2 frères et leur cousine qui vont dans la ville de Monstrouville, qui sont des humains, des enfants normaux, mais qui vont dans cette ville-là. C'est leur grand-mère qui leur a parlé de cette ville-là. Elle a déjà habité là il y a très longtemps. Et elle est un peu bizarre, on ne sait pas trop. Et là, de livre en livre, on en apprend un peu plus sur la grand-mère et on va savoir exactement ce qu'il en est dans le dernier tome un jour. C'est où Monstrouville? Monstrouville, c'est dans un lieu, il faut s'y rendre par des poubelles. Il y a 3 poubelles, il faut sortir donc les sacs de vidange des poubelles et on saute 3 fois et on est comme aspiré dans une sorte de tunnel en dessous de la terre et on se retrouve à Monstrouville. Oui, c'est ça. Et ça sent mauvais. Bien, c'est une ville qui peut ressembler un peu à nos villes ici, mais là-bas, la beauté n'est pas perçue de la même chose, de la même façon. C'est bon. Ce qu'ils aiment, c'est les choses qui sont laides, les choses qui sont bizarres. Ils boivent, oui, ça peut être du sang de je ne sais pas quel animal ou manger des vers de terre. Ils mangent des choses un peu dégueu. C'est quand même bizarre. Les enfants sont étonnés. Quand ils vont là, ils ne s'attendent pas à voir ce qu'ils voient. Bon, et à l'intérieur de Monstrouville, où se trouve le Laidorama? Qu'est-ce que c'est comme lieu? C'est un magasin de produits de laideur. Alors, nous avons des magasins de produits de beauté, là, Sephora ou toutes les pharmacies de ce monde. Mais ça, c'est un magasin de produits de laideur, donc qui vend juste des produits pour s'enlaidir. Qu'est-ce qui est le plus laid? Ah, mon Dieu! Il y a toutes sortes de crèmes ou de potions qui peuvent changer l'aspect de la peau, qui peuvent faire grossir différentes parties de son anatomie, des grandes oreilles, des gros nez. Non, il n'y a comme pas de limite. Quand vous portez les mains au clavier, qu'est-ce qui vous inspire pour justement rentrer dans cet univers-là? Vraiment d'aller dans quelque chose de drôle, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas dans la réalité, vraiment. Aller dans les extrêmes un peu, puis de tourner ça un peu en dérision aussi, là. Mais je m'amuse beaucoup à écrire ça, là. C'est vraiment très amusant. Ça fait combien d'années que vous écrivez? Ça va faire 11 ans ou 12 ans que je publie des livres. Toujours destiné à la jeunesse? J'ai écrit des livres pratiques pour les parents, quelques-uns des livres sur l'accouchement, la maternité, mais surtout des livres jeunesse, des albums jeunesse, des petits romans, des romans pour adolescents. Bon, parlez-nous un peu de vous, de quel endroit venez-vous, votre parcours? Oui. Je viens de Saint-Jean et de Saint-Luc parce que mes parents étaient séparés. Puis, je suis enseignante de français au secondaire, en secondaire 4. J'aime enseigner aux plus vieux, mais j'aime écrire pour les plus petits. Je ne sais pas pourquoi. J'adore aussi aller dans les classes puis parler aux enfants, puis faire des pirouettes en avant, puis parler de mes livres. C'est toujours super. Puis, j'enseigne à temps partiel pour pouvoir écrire et m'occuper aussi de mes 4 enfants, parce que j'ai 4 enfants, donc ça prend beaucoup d'énergie. Entre 6 ans et 15 ans. Entre 6 et 15? Oui, 3 garçons, une fille. OK. 4 enfants, entre 6 et 15, enseignante à temps partiel en français secondaire 4.
Dans une école de la région? À Brossard. À Brossard, Ouais. mais vous habitez ici? Dans la région. Dans la oui. région, c'est ça. Ça tient occupé, là, plus des projets d'écriture? Oui, oui, oui. Mais j'aime ça. J'aime ça écrire. Je ne serais pas capable de ne pas écrire. J'aime ça. Quand vous vous présentez dans des événements ou dans des salons du livre ou je ne sais trop, quels sont les commentaires que vous aimez le plus que vos lecteurs vous font quand vous êtes assis à une table, on vient vous voir puis on dit hey, moi j'ai aimé telle affaire, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous marque? Bien, juste qu'on me dise qu'on a lu mon livre, vous dites ah, c'est elle, ah, j'ai lu ton livre, j'ai lu ton livre. Juste ça. C'est aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est tout simple. Juste un sourire en passant, dire ah, j'ai lu ton livre, j'ai aimé ça. Pour moi, c'est assez, c'est ma paix, ma paye. Avez-vous eu des commentaires du genre, je ne sais pas, moi, mon fils ne lisait pas avant, puis finalement, il est tombé sur votre livre, puis Ouais. je ne sais pas ce genre de commentaires? Oui, il puis, y en a, ça, puis ça, c'est merveilleux quand on se fait dire ça, oui. Parce que c'était le but aussi un peu là, de Monstrouville, d'accrocher ceux qui n'aimaient pas lire. Donc, en essayant d'aller chercher des choses qu'eux aimaient. Et donc, oui, ça, c'est vraiment... ça me touche tout le temps beaucoup là, quand on dit ça. Et c'est drôle parce qu'il y a des parents qui ont lu le livre ou des professeurs, puis souvent, entre autres le premier là, qui se passe au Moche Café, il me dit « Ah, c'est dégueu, ah, c'était vraiment pas beau. » Mais les enfants, ils trouvent ça drôle. Les enfants disent « Ah, c'était drôle, oh, c'était full dégueu! » Mais pas avec le même ton. Et... Donc, mais c'est vraiment pour les enfants que j'écris, c'est pas pour les adultes. Puis le but, c'est que les enfants aiment ça. La fourchette d'âge Oui. à laquelle c'est destiné, on parle de quoi? Ça peut être variable, là, 8-10 ans à peu près, mais je dirais, moi, j'ai un fils qui, à 7 ans, l'a lu, puis j'ai un autre fils qui l'a lu à 11 ans. Mon fils qui n'aime pas lire et tout ça, lui, à 11 ans, puis ça lui a pris du temps. Puis... Donc, ça varie. Là. Il y en a qui lisent énormément, puis il y en a qui lisent pas beaucoup. Est-ce que vos enfants aiment vos livres? Oui, bien, les Monstrouville, mes garçons, mon grand, non, là, il est rendu trop grand, là, mais les deux autres, oui. Mais ils attendent le vrai livre avant de le lire. Le manuscrit papier, là, ils ne veulent pas le lire. Ah non, ils aiment ça avoir... Le vrai, puis en premier, Ouais. avant tout le monde. Ça, ils aiment beaucoup ça. OK, donc ils sont vos premiers lecteurs. Oui, souvent, oui. Comment se porte la littérature jeunesse au Québec? Bien, c'est très difficile. Je dirais depuis quelques années, là, je sais qu'il y a eu beaucoup de baisse dans la vente des livres. Il y a beaucoup de livres aussi qui se publient. Mais il y a aussi des très, très beaux livres qui se publient au Québec. Moi, j'adore les livres jeunesse québécois. Là, j'en lis beaucoup. Puis je trouve qu'il y a des petits bijoux qui se font. Donc, puis les enfants lisent quand même. Les enfants lisent plus que les adultes. Fait que c'est quand même encourageant. Ah, ouais. Puis, bien, il y a des auteurs, il y a des profs, il y a des parents aussi là, qui encouragent la lecture chez leurs enfants, puis c'est merveilleux. Là. Quand on aime lire, on n'est jamais seul, on a toujours un ami avec soi, puis on a toujours des nouveaux univers à découvrir. Bon, est-ce que vous allez poursuivre dans la même veine? Est-ce qu'il y a un tome 5 en préparation? Oui, bien, c'est Nadine qui va l'écrire, le tome 5, parce qu'on OK. a écrit le tome 1 à 2, moi j'ai écrit le tome 2, elle le tome 3, moi le tome 4. Là, c'est rendu au tome 5. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va aller. Je ne sais pas. Je vais découvrir ça OK. avant les lecteurs. Et là, vous, de mais- votre côté, votre prochain projet d'écriture, ça va être quoi? Bien là, je suis sur un autre genre de livre. Là, j'écris une série pour les filles, 9-12 ans, qui va s'appeler Selfie et Sushi, qui va commencer au printemps 2016. Donc là, je suis là-dedans présentement. Ça fait du bien à l'âme d'écrire? Oui. Oui. Ah non, je me sens toujours mieux après avoir écrit. C'est comme un trop-plein qui sort quand j'écris. Puis j'adore les enfants. J'adore les enfants, les ados. J'adore mes élèves. Fait que d'écrire pour eux, puis essayer de dire, OK, comment est-ce que je pourrais faire pour trouver un sujet qui va vraiment les intéresser, puis que j'aime ça. Bon, là, évidemment, le Laidorama Destination Monstrouville, tome 4. Ici, dans la région, les gens peuvent se le procurer de quelle façon, à quel endroit? Dans n'importe quelle bonne librairie. Non, Ouais. j'étais à la librairie moderne en fin de semaine. Ils l'ont. Donc, vous pouvez le trouver là, dans les On peut le librairies trouver quand Saint-Jean. même assez, Oui, assez oui, facilement. oui, oui, oui. Là, avez-vous des événements ou des salons de livres ou des trucs comme ça à venir? Le Salon du livre de Montréal, qui a lieu autour du 20 novembre. Je vais être là aussi pendant les journées scolaires et le samedi aussi. Là, j'ai quand même plusieurs heures de signature. Et je fais moins de rencontres dans les écoles cette année à cause des moyens de pression. Je vais Ouais. un peu plus dans des bibliothèques municipales, mais bon, c'est plus calme cette année. Mais c'est pas grave, ça me donne plus de temps pour écrire. Puis là, dans Destination Monstrouville, Ouais. est-ce qu'il y a des gentils puis des méchants? Mais les monstres sont pas méchants. C'est juste qu'ils ont une façon différente
de faire. Tu sais, comme dans le tome 2, dans le salon de décoiffure, ils ne coiffent pas comme les autres. Ils arrachent les cheveux un à un. Ça peut être très, très long, mais c'est ça. Le pied le siège quand on va se faire coiffer, là, dans lequel on s'assoit, c'est un vrai pied qui est là. Mais la décoration n'est pas la même que la nôtre. Leur goût non plus. Ils adorent les poux. Les poux, c'est leurs animaux de compagnie. C'est tout petit, ça coûte pas cher de nourriture. Ils peuvent les transporter partout. Donc, c'est juste qu'ils vivent un peu différemment de nous. C'est tout. Il y a peut-être des adultes qui vont avoir le goût de le lire. Peut-être. On ne sait pas. Peut-être, mais c'est pour les enfants, surtout. Surtout pour les enfants. Ouais, parce que des fois, les adultes, ils embarquent moins. Mais ils peuvent, s'ils veulent. Sophie Rondeau, merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des chances, donc, avec Destination Monstrouville, tome 4, le Laidorama, donc disponible un peu partout, notamment ici, entre autres, à la librairie moderne. Puis, évidemment, on va vous suivre comme auteur prolifique dans notre région. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Bon, évidemment, vous le savez, le bâtiment à côté de nous, l'ancien Steinberg ou l'ancien Croteau, sera démoli. Il y a eu un avis de démolition, il n'y a pas eu d'objection, donc bref, ça va se faire. Et la Ville a déjà présenté des esquisses de projets, d'ailleurs, qu'on peut voir sur certains visuels, donc ça donne peut-être un aperçu de ce qu'on aura un jour à cette intersection de la rue Richelieu et de la rue Saint-Georges. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire qui est affichée à l'écran. Ne manquez pas également le Télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct, avec 3 500 $ en prix. Mais exceptionnellement, ce dimanche 1er novembre, c'est grimpé à 4 000. Pourquoi? Parce que la carte pleine, elle est grimpée à 2 500 $. Donc, c'est un bingo un peu spécial. C'est pour ça qu'on vous l'annonce. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos différents livrets. Vous pouvez aller sur tvhr9.com ou téléphoner ici pour avoir la liste. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.